Il n'y avait toujours rien sur Lola dans le Times du mardi matin. Claude avait espéré que sa femme aurait eu un rendez-vous dans la journée du lundi avec quelqu'un de suffisamment obstiné pour s'inquiéter de son absence et qui aurait exigé que l'on force sa porte. Enfin, c'était sans doute trop demandé. En tout cas, les choses ne s'étaient pas passées ainsi. Midi arriva. Toujours pas d'appel de Joyce. Enfin, à 13h15, le téléphone sonna. C'était Colette. Claude reprit espoir. Bonjour, monsieur Mérival. Je vous appelle pour vous dire que je ne pourrai finalement pas venir aujourd'hui. Le docteur a dit que c'était assez sérieux et qu'il fallait que je garde le lit jusqu'à jeudi. Je vous préviens car je n'arrive pas à joindre madame, son téléphone ne répond pas. Claude se retint de jurer. Décidément, on ne pouvait compter sur personne. Très bien, Colette, dit-il froidement, je la préviendrai. Je serai là jeudi, sans faute, monsieur. Claude composa le numéro de Joyce. La jeune femme était chez elle. Il fit mine de ne pas se souvenir que Joyce devait passer chez Lola à midi aujourd'hui. Il avait trouvé un prétexte, plutôt onéreux d'ailleurs, et l'invita à aller voir une journée magnifique avec lui, le jeudi soir. De toute façon, songea-t-il, il n'aurait même pas acheté les billets, car d'ici là, le cadavre de Lola aurait forcément été découvert. Ce sera avec grand plaisir, Claude, mais j'ai entendu dire que la pièce n'était pas fameuse. Non, mais on n'a guère le choix en cette période de l'année. Euh, Tu ne devais pas aller voir Lola aujourd'hui? Comment va-t-elle? Oh, elle n'est pas chez elle. J'y suis passé vers midi, mais tu la connais. Il lui arrive d'oublier ses rendez-vous, même lorsqu'elle les a notés dans son carnet. Je n'arrive pas à la joindre depuis dimanche matin, je crois. Son téléphone ne répond pas. Franchement, je suis un peu soucieux. Oh, ne t'en fais pas. Elle est probablement allée déjeuner quelque part en oubliant notre rendez-vous. Je la rappellerai dans le courant de l'après-midi. Sincèrement, Joyce, je songe à contacter le gardien pour qu'il aille jeter un coup d'œil chez elle. Accepterais-tu de m'accompagner si je passais te prendre maintenant? J'ai un rendez-vous dans 3/4 d'heure pour ce rôle dont je t'ai parlé, Claude. Mais, à ta place, je ne me ferai pas de soucis. Si Lola est suffisamment en forme pour sortir de chez elle, c'est qu'il n'y a rien de grave. Il faut que j'aille m'habiller. Rappelle-moi d'ici jeudi pour que nous fixions l'heure, ou je t'appellerai de mon côté. Merci 1000 fois, Claude. Salut. Elle raccrocha. Il allait falloir se résoudre à aller trouver seul le gardien, se dit Claude. Mais à vrai dire, cette perspective ne l'enchantait guère. Il aurait préféré que quelqu'un d'autre s'en charge, les McLean par exemple. Il décida de les appeler et de passer également un coup de fil à la cousine de Lola avant de contacter le gardien. Cette résolution prise, il se sentit un peu rasséréné. Il composa le numéro des McLean. Ils n'étaient pas chez eux. Il appela ensuite la cousine de Lola, Madame Alice Hannay, qui habitait près de Gramercy. Après les échanges de politesse habituels, qui ne furent d'ailleurs pas très chaleureux du côté d'Alice, il lui demanda si par hasard Lola n'était pas chez elle. Non, répondit-elle. Son téléphone ne répond pas, et je ne sais pas où la joindre, reprit Claude. Elle n'était pas très bien ces jours-ci à cause d'une mauvaise grippe. Je me fais un peu de soucis. Elle est sans doute allée passer quelques jours chez une amie. On n'aime pas rester seul quand on est malade. Je me demande s'il ne lui est pas arrivé quelque chose, et s'il ne vaudrait pas mieux aller s'en assurer. Est-ce que vous ne pourriez pas m'accompagner afin d'expliquer la situation au gardien? Il pourrait aller jeter un coup d'œil chez elle, je n'ai pas la clé. Je viens juste de me laver les cheveux, Claude, et je suis cloué à la maison pour 2 bonnes heures, mais à votre place, je ne me ferai pas autant de soucis. J'ai déjà appelé la plupart de ses amis, dit Claude d'une voix désespérée. Faites pour le mieux, Claude. Vous êtes mieux placé que moi, et si vous êtes aussi inquiet. Claude attendit, mais madame Hannay n'ajouta rien d'autre. Très bien, murmura-t-il. Je vais m'en occuper moi-même. Merci, madame Hannay, au revoir. Faites pour le mieux. Qu'elle aille au diable après tout. On ne pouvait même pas compter sur les cousins. Il ferait mieux d'attendre le lendemain pour appeler le gardien, se dit-il. Il pouvait encore se passer quelque chose d'ici là. Lola avait peut-être invité des gens pour la soirée. Claude pria pour que ce soit le cas. Il alluma la radio, en espérant que les informations mentionneraient la découverte d'un cadavre dans un appartement de Manhattan. En vain. Par contre, la météo annonçait des orages pour la nuit et le lendemain. La pluie risquait d'effacer les empreintes sur la terrasse, si les orages étaient vraiment importants. Tout compte fait, mieux valait contacter le gardien sans tarder. Claude ignorait son nom de famille. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il se prénommait Joe et habitait juste à côté de chez Lola.
Il appela le syndic des copropriétaires et demanda le numéro de téléphone d'un certain Joe qui surveillait plusieurs immeubles de Grove Street. Il apprit ainsi qu'il s'appelait Donovan et obtint son numéro. Claude eut tout de même la chance de le trouver chez lui. « Écoutez, lui dit-il, je me fais du souci au sujet d'une locataire du 87, Miss Lola Parson. Depuis dimanche, elle ne répond plus au téléphone. Pourriez-vous avoir l'amabilité de passer chez elle et de vous assurer qu'il n'y a rien de grave ? Madame Parson ? Si elle ne répond pas quand on sonne chez elle, c'est son affaire. Des tas de gens passent la voir, jusque tard dans la nuit. Elle ne les laisse pas toujours entrer. » À en croire sa voix, Joe semblait mâchouiller quelque chose. « Je ne vous demande pas d'aller sonner à sa porte. Je suis son mari, Claude Mérival. Vous vous souvenez de moi ? J'habitais avec elle autrefois. Je voudrais que vous alliez jeter un coup d'œil chez elle, en utilisant votre passe. »« grommela Joe, comme s'il ne le croyait qu'à moitié. « Elle s'est probablement absentée quelques jours, ça lui arrive souvent. Mais je suis absolument certain que... » Claude s'interrompit. Inutile de ressortir une fois de plus l'histoire de la grippe de Lola. « Promettez-moi que vous passerez chez elle aujourd'hui, juste pour vous assurer que tout va bien. »« Ouais, d'accord, » dit Joe, « j'irai. » Claude n'aurait pas su dire s'il parlait sincèrement ou non. « Je vous rappellerai un peu plus tard pour prendre des nouvelles, » dit-il. Claude se mit à faire les 100 pas dans la pièce. Il s'arrêta devant la fenêtre et regarda le ciel. Un rayon de soleil qui perçait à travers les gros nuages gris lui redonna espoir. Encore heureux que les empreintes ne s'évaporent pas, songea-t-il. Mais si l'orage éclatait plus tôt que prévu dans la soirée, avant que le gardien ne monte chez Lola, il n'était pas certain que Ralph ait laissé beaucoup d'empreintes en dehors de la terrasse. Certes, il était possible qu'il y en eût à l'intérieur, mais comment en avoir la certitude ? Il était tout de même invraisemblable que personne ne s'inquiète le moins du monde et qu'un cadavre puisse attendre 48 heures au beau milieu d'un appartement dans l'indifférence générale. Claude continua d'arpenter la pièce jusqu'aux environs de 16 heures, puis il rappela Joe. « Il n'est pas là, » lui répondit une voix féminine, « et il rentrera tard dans la soirée, vers 21 heures peut-être. Il doit réparer un évier dans Perry Street. » La femme s'exprimait sans la moindre amabilité. « Savez-vous s'il est passé au domicile de Madame Parson ? Hein ? Non, il n'est allé voir personne. » Claude poussa un soupir. « Bon, dites-lui que Monsieur Mérival a téléphoné et que je le rappellerai dans la soirée. »« Monsieur qui ?» Claude épela son nom. « Je suis le mari de Madame Parson. » Après avoir raccroché, il s'épongea le front et se versa un verre de cognac. Le soir, vers 21h15, il rappela Joe. Le gardien n'était toujours pas rentré et, au ton de Madame Donovan, il était évident qu'elle n'avait aucune intention d'envoyer son mari chez qui que ce soit à une heure pareille, sans une raison solide, surtout après une telle journée de travail. Épuisé, Claude alla se coucher mais fut incapable de trouver le sommeil. Au moins, il ne pleuvait pas, mais la radio avait annoncé l'arrivée des orages pour le lendemain, en fin d'après-midi. Le mercredi arriva, lourd et nuageux. Claude appela Joe Donovan dès l'aube, mais il avait encore trop tardé apparemment, car le gardien était déjà parti faire ses rondes. Madame Donovan lui promit qu'elle lui dirait de passer chez Madame Parson lorsqu'il rentrerait déjeuner. Claude déclara qu'il retéléphonerait en milieu de journée. Il rappela à 12h15. Joe ne rentrerait finalement pas déjeuner à la maison, lui dit sa femme, et elle ignorait où il se trouvait exactement en ce moment. Claude n'en pouvait plus. Il ouvrit la radio dans l'espoir de capter un bulletin météo. Sa patience fut enfin récompensée. L'orage que nous attendons tous peut encore éclater cet après-midi. Les vents froids en provenance du Canada sont sur le point d'arriver, et lorsqu'ils rencontreront la chaleur d'étuve qui règne à New York depuis 6 jours, eh bien, j'imagine que vous pousserez tous un grand ouf de soulagement, et je parie que vous vous précipiterez sur le frigo pour en sortir une canette de la meilleure bière de toute l'Amérique. Je veux bien sûr parler de... Claude éteignit la radio et se mit à se ronger les ongles. Un peu plus tard, il essaya de rappeler les McLean. Ce fut un inconnu qui lui répondit d'une voix ensommeillée. « Pourrais-je parler à Lise ?» demanda Claude. « Lise sera absente jusqu'à dimanche prochain, elle est à la campagne. »« Non, Ed est allé s'installer chez des amis, ils m'ont prêté leur appartement pour quelques jours. Voulez-vous que je vous donne le numéro de téléphone où l'on peut joindre Ed ?» Claude hésita,
Mais c'était trop compliqué. Non, merci, dit-il. Ses mains tremblaient. On était déjà mercredi. Il se versa un nouveau verre de cognac et regarda le ciel. Les nuages tourbillonnaient. Il essaya de rappeler Joe, mais personne ne répondit. Finalement, l'orage n'éclata pas. Le crépuscule se mit à tomber. La météo se lamentait, déplorant que le déluge tant attendu soit encore différé. Claude sourit. Tout allait s'arranger. Et demain, jeudi, Colette débarquerait à 17h avec sa clé. Le jeudi arriva. Le temps était de plus en plus lourd, mais le soleil faisait de timides apparitions à travers les nuages, comme une minuscule ampoule électrique dans une salle de bain embuée de vapeur. Le bulletin matinal que Claude capta à 8h était pourtant formel. Il pleuvrait dans l'après-midi. « Et cette fois, c'est du sérieux. N'oubliez donc pas votre imperméable en partant travailler ce matin. Toutes les stations de la côte nord-est annoncent de gros orages, de quoi rafraîchir en tout cas les populations suffocantes de... » Claude appela Joe aussitôt. « Écoutez, monsieur, lui dit celui-ci, cette histoire commence à me courir sur le haricot. J'ai suffisamment de boulot pour ne pas perdre mon temps à aller déranger quelqu'un qui souhaite simplement qu'on lui fiche la paix. Ah oui ? Eh bien, vous ne connaissez sans doute pas Madame Personne aussi bien que moi. Non, monsieur, désolé. » Dans le ciel, les éclairs paraissaient imminents. Claude décida d'appeler Colette pour lui demander de passer un peu plus tôt à Grove Street. Il allait décrocher le téléphone lorsque celui-ci se mit à sonner. « Salut Claude !» s'écria une voix juvénile. « Ici Peter Parson. Saurais-tu par hasard où est passé Lola ? Et comment vas-tu tout d'abord ? Peter, au nom du ciel !» Peter était le neveu de Lola. « Depuis quand es-tu ? Je passe en coup de vent. Je m'embarque cet après-midi pour l'Angleterre. J'avais pensé faire un saut chez ma tante et déjeuner avec elle, mais ça ne répond pas. Je voulais également lui emprunter une valise. Crois-tu qu'elle dorme encore et qu'elle ait débranché son téléphone ? Non, je ne pense pas. J'essaie de la joindre moi aussi depuis 2 ou 3 jours. Tu devrais peut-être aller sonner à sa porte. À vrai dire, j'ai demandé au gardien d'aller jeter un coup d'œil chez elle, mais il ne l'a toujours pas fait. Il s'appelle Donovan et il habite dans le premier immeuble à gauche de celui de Lola. Je vais le prévenir de ton passage. D'accord, mais je ne pourrai pas être là-bas avant midi. J'ai quelques courses à faire. Oh, je dois l'appeler de toute façon. Et fais-moi signe si tu vois Lola. Je me fais du souci à son sujet. Mais pourquoi ? Parce que je n'arrive pas à la joindre, moi non plus. D'accord, Claude, je te dirai ce qu'il en est. Claude poussa un soupir de soulagement. Peter réussirait à se faire ouvrir la porte. Le jeune homme ne manquait pas de détermination. Et s'il avait vraiment besoin de cette valise... Claude reprit le combiné et composa le numéro de Joe qu'il connaissait désormais par cœur. Pour une fois, le gardien était chez lui. Claude lui dit que le neveu de Madame Personne passerait vers midi pour récupérer une valise. Pouvait-il être assez aimable et lui permettre d'accéder à l'appartement ? « Je ne serai pas ici à midi, » dit Joe. « Dans ce cas, pouvez-vous laisser la clé à votre femme ? Je ne le connais pas, ce neveu. Comment être sûr qu'il s'agit bien de lui ? Ne comptez pas sur moi pour le laisser dévaliser tout l'appartement. » Claude songea un instant à se rendre sur place, afin d'attendre Peter et d'exiger ensuite qu'on leur ouvre la porte, mais il réalisa qu'il ne le supporterait pas. Pas au bout de tout ce temps. « Je vous ai demandé hier d'aller jeter un coup d'œil dans cet appartement, dit-il. Vous ne l'avez pas fait. Je vous prie d'y aller immédiatement. » Et pourquoi ? Je voudrais être sûr qu'il ne se passe rien de grave. Mais tout va bien, monsieur, il n'y a pas le feu. Je ne comprends pas pourquoi vous vous énervez de la sorte. Claude s'apprêtait à lui lancer une répartie cinglante, mais il se contenta de reposer rageusement l'écouteur. Ces gardiens new-yorkais, marmonna-t-il. Il n'y en a pas un qui mérite son salaire. Le téléphone sonna à 11h30. C'était Joyce qui voulait savoir où il devait se retrouver le soir. Claude, n'en ayant pas la moindre idée, la jeune femme lui suggéra un restaurant de la 8e avenue qui n'était pas très loin du théâtre. Au moment où Claude raccrochait, il entendit au loin un long roulement de tonnerre. L'obscurité envahit la pièce. Il alluma le plafonnier et se mit à faire les 100 pas. À 12h30, il rappela Joe. Le gardien n'était pas chez lui, et sa femme lui raccrocha au nez. 14h, 15h, l'orage n'éclatait toujours pas. Ni Peter, ni la police
n'avait appelé. Claude imaginait sans peine ce qui s'était passé. Après avoir vainement sonné chez Lola, Peter n'avait pas trouvé le gardien et ne s'était pas donné la peine de rappeler Claude. Il était entouré d'irresponsables. L'orage n'éclaterait peut-être qu'après 17 heures, songea-t-il. Cela faisait si longtemps qu'on l'annonçait. Pourquoi n'attendrait-il pas 2 heures de plus ? Claude se força à rester assis, un verre de cognac à la main, en essayant de se persuader qu'il ne pleuvrait pas avant 18 heures, que Colette appellerait la police dès 17 heures, aussitôt après avoir découvert le cadavre, que les flics lui diraient de ne toucher à rien, et qu'elle n'aurait donc pas la tentation de nettoyer la terrasse avant leur arrivée. Soudain, un gigantesque coup de tonnerre ébranla le ciel. Claude sursauta, renversa son verre de cognac sur la moquette, et la pluie se mit à tomber. En quelques secondes, un orage diluvien s'abattit sur la ville, accompagné de violentes bourrasques qui allaient sûrement balayer les verres à pied, sinon la table elle-même. Avec amertume, Claude se représentait les verres brisés et les bouteilles roulant sur la terrasse tandis que la pluie nettoyait à grande eau chaque centimètre carré, effaçant toute empreinte éventuelle. L'orage dura jusqu'à 16 heures, puis se transforma en un léger crachin. Claude alla s'étendre sur son lit et enfouit sa tête sous un oreiller. 17 heures sonnèrent, puis 17h30. Claude était sur le point de saisir le combiné et d'appeler Colette au domicile de Lola. Son appel, après tout, paraîtrait naturel, lorsque le téléphone se mit à sonner. Il laissa retentir la sonnerie 3 fois avant de décrocher. « Oui ?» dit-il de son air le plus naturel. « Claude Mérival ?»« Oui. »« Ici l'inspecteur Greenlee, de la police municipale. Pouvez-vous vous rendre immédiatement à Grove Street, au domicile de votre épouse ?»« Mais bien sûr, que se passe-t-il ? Elle va bien ? J'ai essayé. Elle ne va pas bien du tout, monsieur Mérival. Elle a été assassinée. Pouvez-vous venir au plus vite ?» Claude enfila son plus beau costume et quitta son appartement. Il priait pour qu'il y eût encore quelques empreintes sur la terrasse, et peut-être Ralph en avait-il également laissé au salon. Mais à présent, il allait être difficile d'établir quand Lola avait été tuée. Lorsque Claude arriva, 3 ou 4 policiers étaient en train de fouiller le salon. Le cadavre de Lola gisait au même endroit que dimanche, partiellement dissimulé sous une couverture. Effondrée sur une chaise, Colette pleurait à chaudes larmes. « Qui êtes-vous » demanda l'un des policiers. « Je suis Claude Mérival, le mari de la victime. » Il se rendit compte que son nom ne produisait pas le moindre effet sur eux. « Quand l'avait-il vu pour la dernière fois » lui demandèrent-ils. « Jeudi soir, la semaine dernière. Ils n'habitaient donc pas ensemble ? Non, ils étaient séparés, mais avaient l'intention de reprendre bientôt leur vie commune. Avait-il la moindre idée de l'identité du meurtrier ? Je sais qu'un jeune homme devait passer voir ma femme dimanche après-midi, dit Claude. Je n'ai pas réussi à la joindre de toute la semaine, je me faisais beaucoup de soucis. Qui est ce jeune homme ? Demanda un policier en civil. Ralph Carpenter, un acteur débutant que ma femme aidait de temps en temps lui donnant un peu d'argent, mais je sais qu'elle comptait lui annoncer dimanche qu'il allait devoir se passer de ses subsides à l'avenir. Connaissant Ralph, poursuivit Claude en se glissant vers la porte vitrée de manière à apercevoir la terrasse, il n'est pas impossible qu'il ait perdu la tête et qu'il l'ait tué dans un accès de colère. La terrasse offrait un désolant spectacle de verres brisés, de bouteilles renversées, de mégots détrempés, et personne ne se donnait apparemment la peine de chercher la moindre empreinte au milieu de tout ce fatras. Le siège à nacelle était inondé. Un policier ramassa quelques mégots de cigarettes et les examina. « Ce sont toutes des Chesterfield, dit-il. C'était la marque que fumait Lola. On pouvait faire confiance à Ralph pour taper les cigarettes des autres, songea Claude. Tout est sans dessus-dessous, à cause de l'orage, dit le policier. À moins qu'il ne se soit battu sur la terrasse, de toute façon, les empreintes doivent être totalement effacées. Essayez quand même d'en relever, lança son supérieur depuis le salon. Cela vous ennuie-t-il que nous prenions les vôtres, monsieur Mérival ? Mais pas du tout. Claude tendit la main. On lui demanda d'appuyer ses doigts sur un tampon encreur avant de les presser sur une feuille de papier.
Le policier prit la feuille et se dirigea vers la cheminée. Claude s'aperçut tout à coup que l'un des bracelets en argent de Lola y était déposé. À l'aide d'une loupe, le policier se mit à comparer les empreintes de la feuille à d'autres traces qui se détachaient nettement sur le bracelet, saupoudré de blanc. Claude frissonna. Il n'avait pas eu l'impression de toucher ce fichu bracelet, mais il se revit brusquement en train de refermer la main dessus lorsqu'il avait cherché le pouls de Lola. « Alors, ce pouce ?» demanda l'inspecteur. « Exactement le même », lança son subordonné par-dessus son épaule. L'inspecteur se tourna vers Claude. « Eh bien, monsieur Mérival, comment expliquez-vous que nous découvrions l'empreinte de votre pouce sur le bracelet de votre femme, alors que vous nous avez déclaré ne pas l'avoir revue depuis jeudi dernier? Samedi, lorsque la femme de ménage est passée, elle était toujours en vie, c'est bien cela, madame Colette? Oui, c'est exact, monsieur, dit Colette. Claude se sentit brusquement aussi vulnérable que s'il était entré en scène sans maquillage ou qu'on l'eût dépouillé de ses habits. Voilà à quoi avaient servi tous ces alibis et tous les efforts qu'il avait déployés pour que quelqu'un pénètre dans l'appartement avant qu'il ne soit trop tard. Sans cet orage, les policiers auraient relevé les empreintes de Ralph et ils n'auraient même pas songé à examiner ces satanés bracelets. Votre langue se déliera peut-être lorsque nous serons au commissariat, monsieur Mérival. Je suis parfaitement disposé à vous suivre, dit Claude en bombant le torse. Il suivit les policiers, la tête haute. Mais il allait craquer une fois là-bas, il le savait. Il n'arriverait pas à soutenir longtemps ces accusations mensongères contre Ralph. Il pouvait dire adieu à la fortune de Lola maintenant. Sa vie allait prendre fin, sur une condamnation pour assassinat, et tout cela à cause des gens qu'il avait laissés tomber, à commencer par Colette et par Joyce, qui n'avait pas levé le petit doigt. Ah, les gens! Que dites-vous, monsieur Mérival? Lui demanda l'inspecteur, tandis qu'ils arrivaient devant le fourgon de police. Jusque-là, Claude s'était contenté de marmonner entre ses dents. Mais il s'exclama brusquement à voix haute, en y mettant toute sa conviction. « On ne peut compter sur personne. Voilà ce que je disais. » Et il monta dans le fourgon.